débat du jour, François Bernard. Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Un sommet de l'OTAN se déroule aujourd'hui et demain au Pays de Galles. Alors depuis 65 ans que l'organisation existe, le contexte géopolitique a changé. L'ancien ennemi soviétique était devenu un partenaire diplomatique et économique, la Russie, mais la crise ukrainienne semble redonner à l'OTAN sa fonction initiale de protection des pays d'Europe face à une éventuelle menace russe. Quel rôle doit jouer l'OTAN dans la crise ukrainienne aujourd'hui? On en parle avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Pierre Laurin est journaliste, écrivain spécialiste de la Russie, auteur de ce livre qui a pour titre « L'incroyable alliance Russie-États-Unis, de la guerre froide aux portes de l'OTAN ». C'est aux éditions du Rocher. Bonsoir à vous Pierre Laurin. Bonsoir. Bruno Tertré, politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur, lui, de La guerre. C'est dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Bonsoir Bruno Tertré. Bonsoir. Alors, un commentaire peut-être pour commencer sur l'actualité à propos de la décision de François Hollande de geler la livraison du Mistral à la Russie, Bruno Tertré. François Hollande était dans une situation impossible. Il avait hérité ce contrat de Nicolas Sarkozy qui avait fait un pari, à mon sens un peu risqué, mais en tout cas c'était un vrai pari sur la coopération avec la Russie, sur une Russie coopérative avec l'Europe. Il était coincé entre le marteau et l'enclume, entre la signature, la parole donnée, et puis aussi le milliard qui est en jeu, et puis des partenaires européens, américains aussi, mais c'est vraiment les Européens qui comptent, qui ne comprennent pas que la France aujourd'hui puisse livrer des navires de guerre à la Russie. Alors il a pris une décision qui est à mon avis assez bien équilibrée. On ne remet pas en cause le contrat, mais on suspend la livraison des navires au moins pour quelques semaines. Décision équilibrée, Pierre Laurin? Décision équilibrée du point de vue politique, en particulier de politique européenne et politique française, oui, mais du point de vue de la politique internationale, ça jette tout de même un froid vis-à-vis d'autres partenaires potentiels, dans la mesure où il n'y a pas que la Russie à qui nous vendons des armes, qu'il y a d'autres pays qui présentent des caractéristiques peut-être encore plus défavorables que la Russie actuellement, avec lesquels nous avons des contrats d'armement et que nous ne remettons pas en cause. Donc je crois que là, il y a une partie opportuniste et puis il y a surtout ce que l'on voit depuis un certain temps. On se trouve dans l'embarras, tout simplement, parce que l'Union européenne en particulier, bon, les États-Unis c'est un peu différent, mais l'Union européenne ne sait pas comment se sortir d'une crise qu'elle a pratiquement elle-même provoquée. On va en parler au long de ce débat. Le cessez-le-feu annoncé par le président ukrainien est de circonstance en raison de la réunion de l'OTAN, selon vous, peut-y croire? Non, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que l'armée ukrainienne aujourd'hui est défaite. C'est-à-dire qu'elle n'a plus la capacité de faire ce qu'elle voulait faire il y a seulement 3 semaines, c'est-à-dire investir la ville de Donetsk et mettre fin à la rébellion. Là, elle est coincée. Donc, lorsqu'on est coincé, eh bien, soit on essaie de temporiser, de gagner du temps, soit on s'engage franchement dans les négociations. Un mot sur la effectivement, c'est généralement la partie qui est la plus en difficulté qui demande un cessez-le-feu. Ça, c'est vrai, on le voit dans tous les conflits. Maintenant, si l'armée ukrainienne est en difficulté, c'est parce que l'armée russe est revenue beaucoup plus significativement que ça avait été le cas jusqu'à présent. Non, c'était peut-être par erreur, puisque officiellement, les troupes russes, je cite le gouvernement russe, les troupes russes sont entrées en Ukraine par erreur, je cite. Donc c'est vrai que ce soutien russe, beaucoup plus important qu'il ne l'a été, il l'a été dès le début, ça n'est pas une rébellion, c'est essentiellement une opération russe, soutenue par certains éléments ukrainiens, bien évidemment. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la partie la plus en difficulté, l'Ukraine, qui demande un cessez-le-feu parce qu'elle n'est pas dans une situation facile. Mais est-ce qu'on peut y croire? Au cessez-le-feu, écoutez, tant que au moins une des deux parties, ça c'est dans tous les conflits, c'est pareil, tant qu'au moins une des deux parties trouvera à son avantage de pousser justement cet avantage, de poursuivre les combats, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ça n'est que lorsque les deux parties au conflit trouvent à leur avantage de cesser au moins provisoirement les combats qu'il y a un cessez-le-feu. D'accord. À propos de l'OTAN, est-ce que l'organisation intervient trop
dans cette crise en Ukraine, ou bien est-ce qu'elle exerce simplement ses prérogatives, Pierre Laurin? Alors, j'aimerais rebondir simplement sur ce qui vient d'être dit pendant 10 secondes. C'est tout simplement dire que l'opération russe, non. Le Donbass, je regrette, mais il a autant de légitimité à réclamer une large autonomie, voire une fédéralisation, que la Catalogne ou l'Écosse, qui réclament l'indépendance. On ne les bombarde pas, que je sache. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, l'OTAN. L'OTAN, finalement, elle n'intervient pas beaucoup. Beaucoup de déclarations, mais elle n'a pas les moyens d'intervenir. Elle ne peut pas intervenir si un pays de l'OTAN n'est pas attaqué. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elle ne peut pas déployer des forces qu'elle n'a pas. Ce sont les États membres qui fournissent les forces. Donc, l'OTAN fait des déclarations, mais jusqu'à présent, elle ne peut pas aller plus loin. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle ne peut pas aller plus loin, parce que là, on s'engagerait dans une spirale qui pourrait conduire à des situations peut-être qui pourraient déraper. Vous savez, la Première Guerre mondiale, on ne sait pas comment ça a commencé, mais en tout cas, on sait que c'est à partir de très très peu de choses, de l'assassinat d'un archiduc, que tout a érapé. Et là, on est largement au-delà de l'assassinat d'un archiduc. La Première Guerre mondiale, on sait aujourd'hui assez bien comment ça a commencé, oui, même s'il y a des débats d'historiens sans fin sur le sujet. De mon côté, c'était un point de rhétorique, c'est tout. Eh bien, je vais aller au-delà de la rhétorique. La passion nationaliste qui était largement partagée sur le continent européen à l'époque, et que malheureusement on retrouve, à mon sens, un petit peu aujourd'hui dans le discours de Vladimir Poutine, c'est effectivement le genre de choses qui peut mener à un conflit. Mais je vous rassure, l'OTAN n'a effectivement, et là je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, l'OTAN n'a pas de rôle particulier dans la crise, n'a pas de raison d'en avoir, et n'a pas envie d'en avoir d'ailleurs. Parce que l'Ukraine n'est pas membre, mais l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Elle est partenaire, tout comme la Russie était partenaire. La Russie est toujours partenaire, mais il y a eu un gel des activités de partenariat. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les deux pays qui ont été attaqués par la Russie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, même si les crises sont complexes, je vous l'accorde bien volontiers, la Géorgie et l'Ukraine. Et M. Poutine n'est pas complètement idiot. Parfois, il se laisse emporter, mais il n'est pas complètement idiot. Il n'attaquerait jamais un pays de l'OTAN. Hein. Enfin, je ne pense pas, en tout cas. En tout cas, si on le laisse faire, peut-être qu'il finira par faire ça. Mais en tout cas, il n'attaque pas un pays de l'OTAN. Si la Géorgie et l'Ukraine avaient été membres de l'OTAN, ce qui n'aurait pas forcément été une bonne idée à l'époque, mais en tout cas, je pense que M. Poutine aurait hésité avant d'intervenir dans ces deux pays. Je crois que c'est justement parce que ces deux pays ne sont pas membres de l'Alliance qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite. Hein. Je ne suis pas en train de militer pour l'entrée de ces deux pays dans l'OTAN. Ça serait peut-être passé différemment. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que, et c'est mon dernier point, le résultat de l'action de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, c'est de rendre la candidature ukrainienne à l'OTAN, qui était totalement enterrée, beaucoup plus crédible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un an. Pierre Laurin. En ce qui concerne l'attaque de la Russie, je crois qu'on a tendance un tout petit peu à diaboliser le président Poutine, tout simplement parce que les deux fois, que ce soit en Géorgie ou que ce soit en Ukraine, je crois qu'il y a eu un débordement de la part des Géorgiens ou des Ukrainiens. Personne n'a demandé au président Saakashvili d'envahir l'Ossétie. Ce n'était pas l'Ossétie du Sud. Quel intérêt avait-il ? Il y avait un accord qui durait depuis 1993, qui n'arrangeait pas forcément tout le monde, mais qui permettait une certaine stabilité, avec un corps de gardiens de la paix, qui était composé d'un tiers de Géorgiens, d'un tiers de Russes et d'un tiers d'Ossètes. Et les premiers coups de feu, ce sont les casques blancs géorgiens qui les ont tirés contre les casques blancs russes. Je crois que là, il y a un problème. La responsabilité est largement, et ça on l'a bien établi, il n'y a pas photo sur cela. La responsabilité était géorgienne. Mais est-ce que la personnalité de Vladimir Poutine est un catalyseur de cette crise ukrainienne, ou est-ce qu'on est dans un conflit plus enraciné au-delà des personnalités des uns et des autres ? Je crois que le véritable catalyseur de la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est plutôt la non-politique de l'Union européenne. Lorsque la crise s'est déclenchée au mois de novembre, il y avait un moyen très simple de le résoudre, c'était une crise purement économique. Il n'y avait aucun contenu ni nationaliste, ni quoi que ce soit. C'était économique. C'était une question de zone de libre-échange.
Pour une raison que l'on comprend facilement, l'Union européenne n'avait pas 15 milliards d'euros à donner à l'Ukraine pour lui permettre de changer son économie et d'entrer dans une zone de libre-échange avec nous. À partir de ce moment-là, les Ukrainiens, à l'époque c'était le président Yanukovych, qui, il était comme il était, mais au moins il avait été élu. Très démocratiquement. En 2010, il n'y avait pas de Poutine, contestation. Comme M. Poutine en 2010, au moment de l'élection de Yanukovych, il n'y avait pas de contestation. Vous vous souvenez que c'était contre Timoshenko, contre Mme Timoshenko, et que Mme Timoshenko était, elle, la candidate de Moscou, et ce n'était pas Yanukovych. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Ukraine a dit il faut qu'on négocie, mais qu'on négocie avec la Russie. Et l'Union européenne. Les Russes ont dit d'accord, on négocie. Et l'Union européenne a dit non, non. Pourquoi elle a dit non, non? Tout simplement parce qu'en 28, on ne prend pas de décision. Bruno Tertre, sur la responsabilité de l'Union européenne dans cette crise. On peut effectivement remonter à l'infini et discuter à l'infini des origines. C'était il y a 6 mois. Des origines de cette guerre. Si je vous comprends bien, finalement, ce sont les snipers de l'Union européenne qui tiraient sur des civils désarmés à place Maïdan. Mais ça n'a strictement rien à voir. Là, vous déformez ça a tout à voir, parce non, que c'est ce qui a fait basculer un problème politique dans un problème de violence politique. Combien de morts actuellement laissez-moi qui parle pour le moment. Allez-y. Si vous voulez... on peut dire que c'est l'Union européenne qui est responsable de la crise, si vous voulez, mais que l'Union européenne n'ait pas forcément bien joué dans ses relations avec l'Ukraine, avec la Russie, moi je suis tout à fait prêt à le concéder, mais ceci ne saurait en aucun cas justifier l'intervention militaire russe, d'abord en Crimée, puis ensuite dans le Donbass. C'est ça la question. Voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est dans une situation de guerre, une situation dangereuse, effectivement, dramatique pour les Ukrainiens, notamment pour les Ukrainiens de l'Est, qui, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ne sont absolument pas tous favorables ni à un rattachement à la Russie, ni même à une autonomie, une très large autonomie. Il faudra d'abord qu'on leur demande. Si on faisait un référendum, parce que le cas de l'Écosse a été mentionné, écoutez, si vous pensez que le référendum en Crimée a été organisé dans les mêmes conditions que celui qui va se tenir en Écosse dans 2 semaines, franchement, c'est que vous n'avez plus de repères. Ça n'est plus le sujet. La libre autodétermination des peuples, je suis tout à fait pour, dans des conditions qui le permettent. Le référendum en Crimée était une farce. Si demain on fait un référendum dans le Donbass, les conditions ne le permettent pas. Hein, c'est quand même assez clair. Alors, on laisse réagir Pierre Lerin sur ce point précis. Là, je crois que il y a une chose aujourd'hui, c'est que 2600 morts par l'artillerie et l'aviation ukrainienne dans le Donbass. Vous pensez honnêtement que ces gens qui sont bombardés quotidiennement ont une envie folle de se jeter dans les bras des gens qui les bombardent? Comment vous allez résoudre ce problème énorme? Ce n'est pas une question de référendum ou pas. Je vous rejoins sur l'organisation du référendum de Crimée. Maintenant, un argument qui est censé s'avancer, c'est qu'il faut revenir aux frontières de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Je ne sais pas qui avance cet argument. On le voit partout. Mais je l'ai vu nulle part. Je ne l'ai vu nulle part. Eh bien, je pense que vous ne regardez pas bien. Je ne dois pas lire les journaux, effectivement. Oui, non, vous ne regardez pas les bons arguments qui sont de votre côté. D'ailleurs, puisqu'on dit, je me souviens d'un débat il y a très peu de temps que j'ai eu, où l'on me disait, c'est les frontières, on touche aux frontières de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas. Frontière de la Deuxième Guerre mondiale, la Crimée, je regrette, mais elle faisait partie de la Fédération de Russie. Mais ce n'est pas le sujet. Le Kosovo faisait partie de la République socialiste de Serbie. Bon, qui c'est qui a touché aux frontières, le premier? Bon, c'est peut-être pas forcément Poutine. Donc on en est encore à qui a commencé. Je crois que c'est indispensable. C'est indispensable pour savoir où sont les torts. Cela ne donne pas le droit à un pays, quel qu'il soit, de violer tous les engagements qui ont été pris depuis 1973 pour essayer de gérer la sécurité en Europe de manière coopérative. Cela ne donne pas le droit à l'armée russe d'intervenir en Ukraine en prétendant évidemment ne pas le faire. Cela ne donne pas le droit, et je vous rejoins là-dessus, mais simplement, cela ne donne pas non plus le droit à l'OTAN, notamment on parle de l'OTAN, mais ça ne donne pas le droit de promettre systématiquement non, on s'arrête là, on n'avance plus vers l'Est. Mais l'OTAN n'a jamais dit ça. Ah, je regrette. C'est pas vrai. Il y a eu des... Non, c'est faux. Et ça, je peux vous le... Non,
C'est là, faux. il suffit Vous voulez qu'on relate la conversation qui a eu lieu entre Jim Baker, Shevardnadze, le ministre à l'époque des Affaires étrangères. Moi, je connais parfaitement cette conversation parce qu'il se trouve que j'étais à Bruxelles à ce moment-là. Et moi, il se exactement trouve ce qui s'est passé. que j'ai fait la traduction des mémoires de Gorbatchev avec Gorbatchev, et mais il n'y a pas que les Gorbatchev mémoires m'a de assuré. Gorbatchev. Il y a toutes les archives. Toutes les archives Non, sont mais disponibles. les archives, nous les avons. Il n'y a aussi. jamais eu. Je sais, ça c'est une légende russe. Non, qui ce n'est consiste à pas une dire légende que russe, c'est une l'OTAN légende. aurait promis de ne jamais s'élargir à l'Est. Mais C'est pas vrai. Moi, je vous suffit parle de pas regarder sur n'importe quel site historique. C'est faux. C'est faux. En revanche, il y a des traités. Et les traités, c'est la Russie qui les viole aujourd'hui. Bon, moi j'aimerais comprendre, avant que les émissions se terminent, comment et pourquoi on est passé de ce partenariat diplomatique, économique avec la Russie, qui s'était mis en place depuis la fin de la guerre froide, à cette situation de tension, d'antagonisme entre l'Est et l'Ouest. Écoutez, moi je vais vous donner une explication très courte. Oui, s'il vous plaît. Très courte et très simple. Je crois que c'est la soif de pouvoir d'un homme, Vladimir Poutine, Donc, et d'un clan. La responsabilité de Poutine est immense. Dans cette on n'est jamais responsable soi-même à 100%. Mais la responsabilité personnelle de M. Poutine, aujourd'hui, et du système Poutine, pas de la Russie, pas des Russes, hein, est à mon avis immense dans ce qui se passe aujourd'hui. Pierre Laurin. Moi, j'ai l'impression que en 2002, lorsque a été établi le Conseil conjoint Russie-OTAN, Poutine était profondément atlantiste. Il était profondément persuadé que une grande ère de collaboration allait s'engager et un système de sécurité qui irait de Vladivostok à Vancouver. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout cela, que chaque fois qu'il faisait une proposition ou une avancée, les partenaires occidentaux le rejetaient dans son coin parce que la Russie, à l'époque, n'avait aucune importance. C'était quantité négligeable. Alors, on ne peut pas juger que c'est une politique de raison de penser que le seul pays qui est capable aujourd'hui, avec les États-Unis, d'anéantir totalement la planète, est une quantité négligeable. Je crois que c'était Nixon qui le disait, on ne peut pas traiter la Russie comme on la traite aujourd'hui. Donc est-ce que les Russes ont des raisons d'être inquiets? Est-ce que l'OTAN est agressive d'une certaine manière? Bruno Tertrais. Il ne faut pas renverser la responsabilité. C'est vous qui les renversez. Ce que M. Vladimir Poutine ne supporte pas, d'ailleurs, je crois que Nicolas Sarkozy, d'après ce qu'on me dit, l'a dit directement à Vladimir Poutine lors d'un entretien. Vladimir Poutine ne supporte pas l'idée que les pays d'Europe de l'Est, les pays d'Europe centrale et orientale, sortent de ce qui fut un jour une sphère d'influence russe ou soviétique et préfèrent s'arrimer à l'Europe et à l'OTAN. Ça, il ne le supporte pas. Et je crois que malheureusement, c'est ça le problème fondamental. L'idée d'une sphère d'influence, c'est vraiment une idée de la géopolitique du 19e siècle, mais c'est comme ça que fonctionne encore aujourd'hui une grande partie de l'imaginaire politique russe. Toutes les propositions russes dont vous parlez, celles qui ont été rejetées, c'est celles qui consistaient à donner un droit de veto à la Russie sur les décisions de l'OTAN. C'est évidemment inacceptable. De même que l'OTAN ne veut pas avoir de droit de veto, ne peut pas avoir de droit de veto sur les décisions de la Russie. Et ça, je pense que tout le monde était d'accord. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avancer sur des problèmes concrets, en particulier la mise en place d'un système de sécurité commune. On en a déjà un, la Russie l'a violé. Non. L'OSCE, c'est quoi? Écoutez, l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. Oui, tout à fait. Mais il me semble que lorsque vous dites que c'est la Russie qui viole, je regrette, l'accord du 21 février entre l'opposition et Yanukovych, qui était un accord très raisonnable, puisque Yanukovych s'en allait, il a été violé par l'opposition avec la bénédiction. Il est parti. Il est parti lorsque il devait signer Maïdan... les décrets d'application, il est parti. Il a pris la fuite. Évidemment, puisque le Maïdan venait de décider qu'ils allaient le descendre. Mais le gouvernement provisoire ukrainien avait proposé de le descendre. Non, le Maïdan, pas le gouvernement provisoire ukrainien. Donc il y a des gens qui voulaient sa peau, donc il a pris la fuite. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, puisqu'on l'a noté. Écoutez, les gens du Maïdan. Enfin, on peut revenir sur les origines de la crise ukrainienne, mais je croyais que ce n'était pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Et puis en plus, comme c'est la fin de notre conversation, je vais être obligé de l'interrompre maintenant. Mais je vous remercie tous les deux d'avoir éclairé la problématique et le débat de vos commentaires. Si, moi je pense que vous l'avez fait. En tout cas, pour moi, c'était intéressant. Pierre Laurin, journaliste écrivain, spécialiste de la Russie, auteur de L'incroyable alliance Russie-États-Unis, de la guerre froide aux portes de l'OTAN, c'est aux éditions du Rocher. Merci. Et Bruno Tertrais, politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur lui de La guerre, collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Merci également à Florence Ponce et Laurie Plisson. Demain, Anne Souhaitemont pour le débat.